Au sommaire de cette édition, double attentat au nord-est du Nigeria jeudi. Le bilan fait état d'au moins 30 personnes tuées. Situation tendue au Soudan du Sud. La mise en œuvre des accords de paix signés fin août n'est toujours pas effective. Enfin, nous irons au Mali où la mendicité est devenue un fait récurrent. Constat en fin d'édition. Nouvelle session de l'information, mesdames, messieurs, bienvenue. Double attentat suicide au nord-est du Nigeria ce jeudi. Bilan, au moins 30 personnes tuées. L'attaque a eu lieu dans une mosquée de Maiduguri. Berceau de Boko Haram, la ville de Maiduguri est depuis plusieurs semaines la cible d'une vague d'attaques suicides ayant fait des dizaines de morts. Les détails. Rien que ces dernières 24 heures, 34 personnes ont été tuées dans 2 séries d'attentats suicides dans la capitale de l'état de Borno, dans l'extrême nord-est du Nigeria. Vendredi à l'aube, 3 femmes kamikazes se sont faites exploser dans le faubourg d'Umarari, dans la banlieue ouest de la ville, tuant 4 personnes et en blessant 17, selon l'Agence nationale de gestion des urgences, NEMA. La veille au soir, 2 kamikazes avaient déclenché leur explosif à l'heure de la prière dans une mosquée du quartier voisin de Molaï, tuant 30 personnes selon la NEMA. Un premier kamikaze a déclenché ses explosifs en entrant dans la mosquée. Le second s'est fait exploser peu après, une fois que de nombreuses personnes eurent accouru pour prêter secours aux victimes. Un modus operandi devenu courant chez Boko Haram. Selon les témoins, le bilan total des 2 attaques pourrait dépasser les 60 morts, le double du bilan officiel, souvent minimisé par les autorités. Toujours à Maiduguri, 4 personnes avaient péri mardi dans 3 attentats suicides quasi simultanés dans le quartier de Adjilari Cross. L'État islamique dans la province d'Afrique de l'Ouest, la nouvelle dénomination de Boko Haram, depuis son allégeance en mars à l'organisation État islamique, avait aussi revendiqué 2 attentats suicides qui avaient tué 18 personnes le 2 octobre à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, au cœur du pays, à 1000 km au sud-ouest de Maiduguri. Et parlant toujours de ce double attentat, on écoute ici des rescapés du drame. La bombe a explosé dans une mosquée en face de ma maison quand je suis arrivé. J'ai vu mon frère allongé au sol, j'étais secoué, je disais aux gens de quitter la place. Puis la deuxième bombe a explosé. Voilà comment je me suis blessé. Beaucoup de gens sont morts. Pour l'instant, 30 ont été confirmés. Nous sommes allés aider ceux touchés par la première explosion. Puis la seconde a éclaté avec nous. Je ne peux pas vraiment compter le nombre de victimes. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été inculpé de crimes contre l'humanité. Une annonce faite ce vendredi à Ouagadougou par le directeur de la justice militaire. Il lui est reproché d'avoir été l'instigateur du coup d'État raté du 17 septembre dernier. Coup d'État qui avait fait 14 morts et 251 blessés dans le camp des manifestants hostiles au putsch. Les détails. Considéré comme le cerveau du coup d'État raté du 17 septembre au Burkina, le général Gilbert Diendéré a été inculpé notamment de crimes contre l'humanité. Les faits remontent en septembre dernier où un groupe d'hommes armés appartenant au régiment de sécurité présidentielle RSP, avec à sa tête le général Diendéré, avait interrompu le Conseil des ministres, prenant ainsi en otage le président de la transition et ses ministres. Mais très vite, le pouvoir sera rendu au président de transition Michel Kafando le 23 septembre face à l'échec du putsch. Gilbert Diendéré se rendra par la suite de lui-même à la justice après s'être réfugié pendant 2 jours chez le nonce apostolique à Ouagadougou. Il sera ensuite inculpé au même titre que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, pour attentat à la sûreté de l'État. Mercredi, Amnesty International avait estimé que l'unité putschiste avait fait preuve d'un mépris flagrant pour la vie humaine, tuant 14 manifestants et passants non armés et blessant des centaines d'autres avec des armes automatiques.
L'annonce de son inculpation intervient au lendemain de la célébration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Le premier d'ailleurs qui ne se déroule pas sous la présidence de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir le 31 octobre 2014 par la rue. Rappelons que l'histoire du Burkina Faso, pays sahélien, pauvre de 17 millions d'habitants, a été marquée par de nombreux coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960. Les élections présidentielles et législatives, initialement prévues pour le 11 octobre et qui doivent refermer la période de la transition, ont été repoussées de plusieurs semaines. En Guinée, selon les derniers résultats rendus publics jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, le président sortant Alpha Condé vient largement en tête au premier tour de la présidentielle. Une victoire déjà récusée par l'opposition qui crie à la fraude et prévoit de la contester par tous les moyens autorisés, y compris des manifestations. Reportage. Selon les résultats provisoires partiels proclamés mercredi et jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, Alpha Condé obtenait 1,95 million de voix, soit environ 60% des suffrages exprimés sur plus des 3/4 des électeurs inscrits. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, lui crédité d'environ 880 000 voix, arrivait loin derrière. Des résultats qui, s'ils se révélaient définitifs, pourrait consacrer une réélection du chef de l'État sortant dès le premier tour. Une éventualité déjà contestée par l'opposition qui estime qu'il ne s'agit que d'un scénario possible avec des fraudes massives. La commission électorale ayant donné une estimation de participation moyenne de 75%, la majorité absolue des suffrages devrait avoisiner les 2,25 millions de voix. Les derniers résultats attendus ce vendredi soir concernent les deux communes les plus peuplées de Conakry, dont les banlieues favorables à l'opposition, ainsi que les préfectures de Pita et de Kendia à l'est de la capitale et de quelques ambassades à l'étranger. La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme, inquiètes du risque de violences post-électorales fréquentes en Guinée, ont d'ores et déjà exhorté les candidats à régler leurs litiges devant les tribunaux et non dans la rue. À Conakry, tous retiennent leur souffle et les regards sont désormais tournés vers la CENI pour les premiers résultats officiels. Au Soudan du Sud, la véritable mise en œuvre des accords de paix signés fin août entre le gouvernement de Salva Kiir et les rebelles du Soudan n'est pas encore effective. Une situation qui, selon Georges Omodi, chercheur associé au Forum africain de la recherche et des ressources, pourrait aggraver la crise humanitaire dans le pays. On l'écoute. The situation in South Sudan is, in summary, tense and quite anxious. La situation au Sud-Soudan est en résumé tendue et assez inquiétante. Je pense que les inquiétudes sont causées par la mise en œuvre des accords de paix. Je dis mise en œuvre parce qu'il semble que malgré un léger suivi à Addis Abeba, en ce qui concerne les accords de sécurité entre les deux groupes, leur mise en œuvre n'a pas commencé. Si les accords de paix échouent, oui, il y a une grande chance que la situation humanitaire se détériore, car le seul argument de négociation pour les rebelles sera de continuer à combattre. Et c'est comme ça que nos mouvements rebelles fonctionnent. Je veux dire que s'ils ne peuvent pas mettre les accords de paix en œuvre, ils ne vont pas faire une croix sur les dégâts qu'ils peuvent causer en combattant. Je ne suis pas optimiste comme je l'ai dit. Il manque encore quelque chose. Mais peut-être qu'il s'agit d'un petit pas. Les gens s'en contenteront jusqu'à un certain moment, mais il faudra encore d'autres pas dans cette direction. Au Bénin, la polémique enfle autour des résultats du dernier concours de recrutement dans la fonction publique. Concours organisé au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Sur la question corrélée, même les syndicats maison semblent divisés. Le point avec Joël Yetonji. Suspicion, grincement de dents et soulagement. Les sentiments sont diffus depuis l'annonce des résultats du dernier concours de recrutement dans la fonction publique au Bénin. Pour le secrétaire fédéral de la FESINTRA Finance, la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère chargé des Finances, ça sent plus que le roussi. J'y étais personnellement à la délibération. Et nous avons fait un travail très sérieux avec les professeurs d'université, les membres du jury qui étaient là de suite. Et lorsqu'on a fini, il restait la proclamation. Donc, on devait découvrir les vrais noms maintenant correspondant aux admissibles que nous avions cochés avec les faux numéros. Là, le directeur du recrutement
des agents de l'État nous disent que c'est discrétionnaire. Ça veut dire que tous les noms qui ont été proclamés ne sont pas nécessairement ceux qui devaient alors être admis. La fiabilité des résultats mis en cause, le collectif des syndicats du ministère de l'économie et des finances invite à savoir couper la poire en deux. Le collectif note que les irrégularités relevées ne sont pas de nature à remettre en cause quand même la transparence et la crédibilité des résultats de ces concours. Le collectif suggère qu'à l'avenir, nous soyons véritablement associés à toutes les phases de l'opération. Il faut par conséquent, suggère le porte-parole du collectif, aller de l'avant. Le collectif veut que les autorités feront la diligence nécessaire pour mettre ces nouveaux lauréats à la disposition de nos régies respectives pour qu'enfin on puisse pallier à une pénurie cruelle du personnel qui n'en fait que trop durer. Du côté des candidats déclarés admis, l'optimisme semble prévaloir et on veut bien croire que la vague déferlante n'emportera pas dans ses flots la validité des résultats. Au Mali, la mendicité est un fait si récurrent qu'on s'imaginerait que c'est une tradition dans le pays. Les mendiants dans les rues de Bamako soutiennent que leur activité est une recommandation de l'islam. Que pensent les guides religieux du phénomène? Élément de réponse dans ce reportage signé Alima Bentouré. Le long des trottoirs, aux artères des feux tricolores, devant les habitations et les mosquées, les mendiants sont omniprésents au Mali. De toute génération d'âge et de sexe, ces mendiants s'emparent des rues de la capitale malienne depuis 5 heures du matin. Pour ces femmes qui sont mères de jumeaux, il est dangereux de ne pas mendier quand on a des jumeaux. Cela pourrait entraîner la mort de l'un des 2 enfants, chose en laquelle bon nombre de citoyens ne croient pas. Même il y a des faux jumeaux qu'on emmène dans la rue. On dit que c'est des jumeaux et on cherche de l'argent avec ça. C'est des choses vraiment qui commencent à quitter l'aspect culturel pour arriver à un aspect lucratif. Quant aux plus jeunes, ils sont livrés par leurs parents à des maîtres coraniques pour qui ils travaillent et doivent toujours ramener une recette journalière. Tous sont unanimes, la mendicité est recommandée par l'islam. Mais qu'en est-il réellement? Le Coran parle du passé, du futur et du présent. Le Coran a tout dit, selon notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'islam ne recommande jamais à une femme, c'est interdit même dans l'islam, une femme avec ses 2 enfants ou bien avec ses 3 enfants s'assoit au bord des goudrons ou bien s'assoit au bord de la mosquée pour faire la mendicité et dire que maintenant on a eu 2 enfants, maintenant il dit n'importe comment. Maintenant si tu vois ces enfants d'aujourd'hui, quel avenir est avec ces enfants? Parmi ces mendiants, certains ont plus de 10 ans d'exercice, chose qui démontre que le métier est rentable car le peuple malien majoritairement musulman fait régulièrement des sacrifices, ce qui fait bien l'affaire de nos mendiants. Et voilà qui vient boucler cette édition. Merci de l'avoir suivi.